Bonjour à tous. Avant de commencer cette conférence, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à mettre les casques qui sont sur les chaises. Vous entendrez bien mieux les échanges qui vont venir. Donc cette conférence, elle est consacrée aux écoles de commerce et d'ingénieurs face à la transition. Elle se fait dans le cadre d'un classement qui est réalisé par Les Échos et Change Now. Donc moi, je suis Neila Beller, journaliste aux Échos. Et ce classement se fait depuis 2021 pour prendre le pouls au sein des écoles d'ingénieurs et de commerce face à l'urgence écologique et les changements qui se font à l'intérieur des établissements avec tous ces enjeux en tête. Je vais vous présenter les intervenants qui sont à mes côtés avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc à côté de moi, Romain Soubeyran, le directeur général de Centrale Supélec. À vos côtés, Vincenzo Vinzi, qui est donc le directeur général de l'ESSEC. Et à vos côtés, Santiago Lefebvre, qui est le fondateur de Change Now. Je vous propose qu'on commence avec Santiago, qui va nous expliquer justement la genèse de ce classement, comment il a évolué depuis 2021 et ce qu'il faut en retenir aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Petite question qui peut, j'espère, qui ne va pas casser l'ambiance. Qui ici a profondément peur de l'avenir? Je ne sais pas si vous pouvez lever les mains. Ok, voilà. En fait, cette question-là, je l'avais posée lors de la COP1 étudiante qui s'était faite il y a maintenant 6 ans. Et j'avais, pareil, à peu près 80% des mains qui s'étaient levées. Et je m'étais dit, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Il y a un vrai besoin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment des personnes qui ont en effet, vont avoir un emploi, etc., peuvent autant avoir peur de l'avenir, si ce n'est parce qu'elles ne se sentent pas préparées à faire face aux enjeux qu'elles savent, enfin, auxquels vont devoir faire face. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que j'ai dit, désolé. Mais vous m'avez compris. Et donc, je me suis dit, il va falloir qu'on arrive à faire évoluer la manière dont on apprend les choses. Il va falloir qu'on donne des outils à la fois aux écoles et aux étudiants pour pouvoir avoir plus de visibilité pour ça. Et donc, deux manières de faire. Soit je crée un cabinet de conseil et on essaye de changer une école tous les 5 ans. Soit on vient essayer de changer, de donner quelque chose qui va être un guide, quelque chose que des personnes vont pouvoir s'approprier et qui va changer finalement l'ensemble des règles du jeu. Et on s'est dit, en fait, le classement, c'est une manière de pouvoir faire ça, de pouvoir à la fois communiquer aux étudiants et aux écoles qu'est-ce qu'on veut. Donc on a rassemblé à l'origine les Échos pour la diffusion, pour un réveil écologique, et puis Deloitte pour vraiment constituer une méthodologie forte. Et c'est ce qu'on a travaillé pendant plusieurs mois. On l'a testé et après on est sorti, voilà, la première édition donc en 2021 du coup. Et ça a très vite fonctionné, c'est-à-dire que c'est un classement aujourd'hui qui a pris une vraie place. On a 80 écoles de commerce et d'ingénieurs qui jouent le jeu. C'est nous qui essayons d'impliquer aussi les universités parce qu'on veut un classement qui soit le plus ouvert possible. Donc appel aux universités, c'est quelque chose sur lequel on a eu du mal à engager les universités. Donc bien sûr, jouer le jeu, mais en tout cas ça a été super bien pris par les écoles de commerce et d'ingénieurs. Et donc voilà, merci beaucoup en effet à toutes les écoles pour ça. Et je pense que voilà, nous on a eu beaucoup de retours sur l'impact de ce classement. C'est 1 million d'étudiants qui ont été impactés aujourd'hui par ce classement d'une manière ou d'une autre. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et vous passer. Et quels sont les critères sur lesquels vous les avez évalués? Alors c'est un classement et ça c'est important en effet, merci pour la question. On ne cherche pas à travers ce classement à créer ou à former des experts de la transition. Ce qu'on voulait dire par ce classement, c'est que quel que soit le métier que vous allez faire, que ce soit de la finance, il faut que les financiers savent gérer la question des limites planétaires dans leur travail. Si on est un marketeur, pareil, il faut qu'on fasse du marketing en conscience. Si on fait du développement ou de la création de produits, pareil, il faut avoir en tête tout ça. Donc c'était vraiment cette volonté. Donc on mesure bien sûr pour que ce soit pragmatique et ancré l'excellence académique, mais ceci n'est que l'une des 6 grandes familles de critères. On demande aussi quelle est la part et comment se fait l'intégration des enjeux dans le cursus. On regarde aussi les alumni, comment le réseau des alumni est fort dans ce secteur. On a la partie des associations lors de l'école, puis également l'exemplarité et la gouvernance. Et puis enfin tous les sujets de diversité, qu'elles soient
visibles ou invisibles, et de géographie, parce qu'on considère que pour faire face aux enjeux qui se présentent à nous, et ben, d'avoir rencontré de la diversité nous rend plus forts, et on fait cette transition de manière inclusive sans laisser personne sur le côté de la route. Alors vous avez soulevé certains points sur lesquels on va revenir plus en détail, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui vous a surpris le plus avec les échanges que vous avez eus avec les étudiants ou les écoles, tout ce qui n'est pas dans les rapports qu'on peut lire et qui sont accessibles à tous? En fait, nous, on fait un classement qui est très transparent. Donc, en fait, toutes les informations qu'on a, vous pouvez les voir en fait sur le site des Échos. Mais la réalité est qu'il y a une vraie prise en compte. Les écoles ont vraiment évolué. En 5 ans, nous, on a vu des évolutions très fortes de à quel point le sujet est pris de manière transverse et pas sur la création d'un cours dédié. Vraiment, comment est-ce qu'on retravaille la maquette. Ça, c'est un premier volet. Et puis le deuxième, même si ça commence un tout petit peu à se réduire, il y a aussi un écart pour l'instant, dans la notation en tout cas, entre les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. La moyenne est différente. Les écoles de commerce ont pour l'instant évolué plus vite dans la moyenne que les écoles d'ingénieurs sur ces questions-là. En tout cas, la notation, c'est ce qu'elle nous reflète de notre côté. Romain et Vincenzo, on va voir maintenant comment vous formez différemment aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir un aperçu général de l'évolution des cours, des formations est-ce que c'est ce que Santiago disait, est-ce que c'est diffusé partout? Est-ce qu'il y a des cours spécialisés? Quelle est la philosophie générale pour chacune de vos écoles qui, je le dis au passage, sont arrivées donc, en tête de leur classement respectif? Je commence, alors je me lance. Merci d'abord de l'invitation. Merci de faire ce classement, parce que je pense que c'est un vrai outil de progrès pour nous, de partage de bonnes pratiques et d'incitation à aller plus loin. D'abord, il y a l'aspect compétition, mais surtout, il y a l'aspect échange de bonnes pratiques. Donc, je pense que c'est vraiment un classement. L'existence de ce classement en elle-même est un facteur qui permet d'accélérer les choses, et c'est bienvenu. Alors après, la prise en compte des enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale dans les cursus, il faut savoir que nos cursus, ils changent tous les ans. Alors on a des changements de rupture de temps à autre. On a un nouveau cursus généraliste en 2018. On a mis en place 6 diplômes d'ingénieur de spécialité en 2025. Mais chaque année, nos cursus, ils évoluent, à la fois pour répondre à la demande des entreprises, parce que fondamentalement, on est là pour répondre aux besoins du monde socio-économique et de la société, et à la fois pour prendre en compte l'évolution des technologies. On a beaucoup introduit d'intelligence artificielle. Donc nos cursus, ils évoluent en permanence. Sur l'aspect développement durable, alors effectivement, depuis 5 ans, on a beaucoup évolué. On a des cours en tronc commun, on a 83 heures de cours en tronc commun en première et deuxième année. On a progressivement imprégné toutes nos mentions de troisième année qui sont des débuts de spécialisation dans le cursus généraliste. On les a imprégnés, je dirais, des enjeux de développement durable en lien avec les élèves. En fait, en 2020, je vais peut-être détailler la chose, mais en 2020, c'est structuré le GRITEC, le groupe de réflexion pour l'introduction des enjeux environnementaux dans le cursus. C'était un groupe d'élèves à l'initiative. Et donc, ils nous ont challengés sur le sujet de façon très constructive. Et donc, progressivement, on est passé entre 2020 et 2025 de cette situation où il n'y avait pas de cours dédiés à une situation où maintenant, ça imprègne à peu près tous les cours. Et pour nous, c'est vraiment la bonne façon de faire. Donc voilà en 2 mots. À côté, on a mis en place des nouvelles formations. Ça, je parlais des formations ingénieurs, je dirais traditionnelles. Des nouvelles formations, une shift year dans l'atelier des transitions sur notre campus de Metz, qui est en fait une année de césure qu'on peut faire quand on est ingénieur entre la 2e et la 3e année. On opère aussi un diplôme universitaire pour le compte de l'Université Paris-Saclay. On travaille beaucoup avec eux, évidemment. Agir pour le climat. Et puis, nos élèves en 3e année, nos élèves ingénieurs en 3e année, peuvent suivre un M2, une année de Master 2, un master qui est porté par l'Université Paris-Saclay sur le thème de l'économie, de l'environnement, des transports et de la mobilité. Et ça fait partie donc des nouvelles formations qui ont été mises en place ces dernières années, que nos élèves peuvent suivre quand ils veulent approfondir. Oui, bonjour à vous toutes et tous. Merci beaucoup Santiago pour tout ce que tu fais avec l'équipe Change Now et l'idée de ce classement. Et un classement, alors nous sommes bien évidemment contents, les SEC, d'être numéro 1 depuis 4 ans, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Être premier, ça veut dire aussi un engagement encore plus important pour la suite. Et alors, en réalité, les SEC, la transition écologique et sociale, on l'a mis au cœur de notre stratégie depuis 2020. Maintenant, une fois qu'on dit ça, pour que ça ne reste pas des mots, mais ça devienne quelque chose de concret, on s'est inspiré à 3 principes.
Le premier, c'est vraiment d'avoir une approche holistique à la transition écologique et sociale au sein de l'école. C'est la pédagogie, et je reviendrai dans un instant, la recherche, mais aussi les actions de l'organisation, nos opérations, pour être autant exemplaires que possible, et donc une approche holistique aussi pour l'ensemble de nos équipes. Ça implique les étudiants, ça implique les professeurs, ça implique l'ensemble de nos collaborateurs et l'ensemble de nos campus sur 3 continents. C'est aussi 100%, deuxième principe, 100% des étudiants formés aux questions de transition écologique et sociale. On a fait le choix, dès le premier jour, d'associer la dimension environnementale à la dimension sociale. Donc 100% des étudiants formés, pas exclusivement celles et ceux qui souhaitent poursuivre des parcours spécialisés, mais même pour les programmes généralistes. Et avec aussi, troisième dimension, une approche transdisciplinaire pour éviter que les questions environnementales soient traitées en silo, mais vraiment en lien, ce qui rend la chose plus complexe, mais aussi plus réaliste, plus engageante, plus impactante, en lien avec les autres dimensions d'une école business et management. D'ailleurs, c'est une approche que nous avons très pertinente aussi maintenant qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent, la technologie, l'intelligence artificielle, la géopolitique. Il faut que tous ces sujets, il ne faut pas que de nouvelles vagues, de nouvelles modes, technologie, intelligence artificielle, géopolitique, nous fassent oublier la question climatique et donc faire en sorte qu'il y ait un engagement dans le temps sur ces sujets avec une approche transversale. De manière concrète, cela a amené à quoi? A amené à beaucoup de choses. Dans les programmes généralistes, je fais juste l'exemple, pour être bref, de la grande école, il y a désormais 130 heures de cours spécifiques sur ces sujets. Mais alors on se pose la question, ça c'est très bien, c'est des compétences spécifiques, parce que vous voyez, j'adore quand vous parlez de déclassement à l'action. La question est que pour être dans l'action, il faut que la jeunesse, mais pas seulement, même notre génération, on soit engagé, mais pour être engagé, il faut aussi s'équiper de bonnes compétences, comprendre, avoir les bonnes formations pour bien comprendre quel est le sujet et comment on peut l'aborder. Et du coup, on a tant ces cours, 130 heures pour le programme Grande École, qu'on a créé une guilde de professeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? On fait sortir les professeurs de leur département disciplinaire académique pour qu'ensemble traitent les sujets de transition écologique et sociale, tant pédagogique qu'en recherche, mais aussi accompagnement des entreprises et des organisations. En plus, on a ajouté un bachelor spécifique, un bachelor ACT, apprendre à conduire les transitions, qu'on fait avec une approche multidisciplinaire avec CYU, l'université qui est à Cergy, un master spécialisé Sustainability Transformation. Il y a 3 chaires d'entreprise. Là, c'est toute la dimension transdisciplinaire, pas seulement entre les disciplines académiques, mais aussi en lien avec les entreprises, les organisations, les territoires. Il y a 3 chaires sur les talents de la transition écologique, sur l'innovation sociale, sur l'économie circulaire. Et n'oublions pas, la jeunesse est extrêmement importante, il y a beaucoup de gens avec nous aujourd'hui et c'est très bien. N'oublions pas que c'est un sujet sociétal. Et donc, n'oublions pas les professionnels qui sont déjà dans les entreprises. Du coup, on a créé pour les professionnels en entreprise des certificats et aussi un master exécutif sur les questions de sustainability. Maintenant, ça c'est la partie formation. N'oublions pas que dans une école de commerce ou d'ingénieur, il y a aussi toute la partie entrepreneuriale, donc création de nouvelles entreprises. Ça, c'est un engagement d'encore plus longue date parce que depuis 2008, il y a environ 600 entrepreneurs qui ont lancé des aventures entrepreneuriales qu'on appelle For Impact, qui sont nés à l'ESSEC, d'ailleurs un certain nombre même avec des binômes, école de management, école d'ingénierie, parce que souvent les binômes managers-ingénieurs sont très puissants pour la création de nouvelles startups. Ce qui amène aussi, si on regarde les alumni, on a un club sur la transition de ces alumni avec 1800 membres, ce qui donne un petit peu une puissance de frappe. Parce que, et je m'arrêterai là, ce qui me semble extrêmement important, que finalement tout cela sont des moyens, mais ce qu'on cherche, c'est de l'impact. Et pour avoir un impact qui ait du sens, il faut qu'il soit à grande échelle. Et donc c'est pour cela que l'approche doit être holistique, pour faire en sorte que, pas seulement dans la salle de cours, mais même dans les opérations, dans la communauté alumni, dans la communauté entrepreneuriale, dans nos partenaires académiques, ça puisse vraiment ancrer et s'inscrire dans le long terme. Une fois que vos étudiants sont sortis d'école et diplômés, est-ce que vous avez l'impression que les métiers vers lesquels ils s'orientent sont tous concernés par ces problématiques? Est-ce qu'il y a de nouveaux métiers qui émergent? Est-ce que les métiers se transforment? Qu'est-ce qui se passe une fois que vos étudiants arrivent sur le marché du travail? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
toutes les fonctions sont impactées. C'est la raison pour laquelle on considère qu'il est absolument indispensable que tous les étudiants soient impliqués dans ce type d'enseignement. Il n'y a pas de fonction qui en soit exclue. Je dirais après, les ingénieurs, traditionnellement, leur métier, c'est quoi? C'est de faire de l'optimisation, c'est de gérer des contraintes contradictoires et d'essayer de trouver les bons compromis. Avec l'environnement, ils vont être dans des situations professionnelles où on va leur dire d'un autre côté, il y a un enjeu d'économie, de gagner de l'argent en entreprise, et il y a des enjeux environnementaux à prendre en compte. C'est traditionnellement le rôle des ingénieurs de faire ce genre de choses. Après, des nouveaux métiers, oui, bien sûr, il y a des évolutions de métiers. Typiquement, dans tout ce qui est énergie verte, décarbonation, on a une explosion des demandes. Tout ce qui est électricité, et pour nous qui sommes les héritiers de l'école Supélec, qui était une école orientée électricité, il y a beaucoup plus de demandes. Il y a une forte accélération sur le nucléaire. Donc on a cette évolution. À côté, on a aussi beaucoup développé l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat notamment dans cet axe de tout ce qui est lié au développement durable. Et donc on a des startups qu'on présente aussi aux élèves, parce que les métiers, on les invente quand on a des nouvelles technologies. On les présente aux élèves parce que c'est inspirant pour eux. Et là, on a 2 startups qu'on a accompagnées l'an dernier, par exemple, qui ont fait des grosses levées de fonds. L'une qui s'appelle Spark, qui a trouvé un moyen tout à fait original de décarboner les gros fours industriels, donc qui a levé 30 millions l'an dernier, et une autre qui fait de la dépollution des sols pollués avec des plantes modifiées génétiquement, et qui a levé 45 millions l'an dernier. Ça, ce sont des exemples de ce qu'on fait dans notre accélérateur, et où on invente vraiment des nouveaux métiers et des nouvelles activités. Et c'est ça qu'on promeut notamment auprès de nos élèves. Oui, les métiers évoluent clairement dans cette direction, et donc il faut s'en réjouir que cette dimension inclue. Maintenant, pour vous partager quelques chiffres, annuellement, on fait des enquêtes d'emploi auprès de nos diplômés qui sont dans le monde du travail avec des emplois. Et donc, on voit bien dans la dernière enquête d'emploi que 60% des diplômés de l'ESSEC ont déclaré que dans leur vie quotidienne au sein d'une entreprise, leur métier, peu importe leur métier, peu importe leur secteur, leur fonction, 60% d'eux ont déclaré qu'il y a une dimension des DRS qui est d'une manière ou d'une autre liée à leur métier. Est-ce que c'est beaucoup, c'est passé, c'est sûrement supérieur par rapport à quelques années, mais ce qui nous manque en ce moment comme message, c'est l'intérêt de ne pas traiter le sujet en silo et vraiment de le lier aux fonctions clés des entreprises et des organisations pour bien faire avancer les choses dans le bon sens. Après, il y a 20%, donc un diplômé sur 100 qui a une fonction spécifique, ça veut dire l'ensemble de sa fonction liée à ces sujets. Et ce qui est aussi intéressant, qu'il y a presque 9 étudiants, 9 diplômés sur 10 qui déclarent que l'entreprise, dans l'organisation dans laquelle ils sont, ces sujets sont traités de manière spécifique. Donc on voit bien qu'il y a un élan, qu'il y a voilà, une progression, mais encore une fois de manière extrêmement intégrée au sein, parce que tous ces chiffres-là sont indépendamment des métiers, des fonctions, des secteurs dans lesquels voilà, l'enquête d'emploi s'est déployée. Donc on a parlé de l'évolution des métiers, des formations. Qu'en est-il de vos établissements? Est-ce qu'on peut former à la transition sans changer soi-même? Je commence, toi, voilà, on alterne un peu. Oui, justement, comme je disais tout au début, il faut une approche holistique. Et dans le mot holistique, il y a aussi notre propre organisation. Une école, c'est une organisation. Il y a des comportements, il y a des pratiques, il y a des opérations, il y a des voyages, il y a une cantine, il faut trier les choses. Donc voilà, il y a beaucoup d'opérations. Et donc, on a fait un certain nombre de choses. Tout d'abord, et Anne-Claire Pache ici dans la salle, je tiens à la remercier parce qu'elle joue un rôle extrêmement important avec ses équipes. Je vois Maud Chanson et d'autres. Merci beaucoup parce que c'est bien d'en parler, mais après, il y a les équipes qui doivent vraiment faire les choses dans le quotidien. Donc, je suis très reconnaissant pour cela. Pourquoi je parle d'elle? Parce que la première chose qu'on a fait, c'est de faire entrer ces sujets de DRS dans la boardroom, dans le comité exécutif. Ça me semble une pratique extrêmement importante. Donc, j'ai créé tout de suite une direction sur les questions de sustainability strictement liées à la stratégie dans la boardroom, dans le COMEX. Après, le plus grand succès, c'est un peu comme à l'époque les Chief Digital Officers, sera quand les boardrooms n'auront plus besoin de créer une fonction spécifique dans le boardroom parce que ça sera fera tellement partie d'une organisation qu'on n'aura plus besoin de cela. Mais je trouve que c'était extrêmement important de le faire entrer dans la gouvernance de l'école et on l'a fait aussi dans la gouvernance encore plus au niveau du COMEX. Ça veut dire qu'on a créé un comité d'impact sociétal
par rapport à notre conseil de surveillance qui fait un peu les fonctions d'un conseil d'administration. Il y a toujours eu pendant des décennies, j'ose dire, un comité financier, mais justement, on a voulu créer un comité d'impact sociétal qui présente régulièrement, qui traite beaucoup de sujets, tant de développement durable, mais aussi de responsabilité sociale, que ce soit les questions d'ouverture sociale, les questions de diversité. Et donc, pour parler aussi des dimensions de diversité, que Santiago, tu as mentionné très justement au début, parmi d'autres choses, on a aussi créé une fresque de la diversité. J'imagine que tout le monde connaît la fresque du climat. Et donc, cette approche un peu ludique, extrêmement importante en termes de prise de conscience, de compréhension, tant des enjeux que des opportunités, des choses à faire, des actions à mettre en place pour traiter le sujet. On l'a créé, cette fresque de la diversité, sur toutes les questions justement de biais cognitifs, d'actions involontaires, mais ancrées un peu dans la dimension sociale, etc., par rapport à la discrimination, qui désormais a été estimée, si mes chiffres sont bons, à plus de 50 000 personnes en France, que ce soit école, mais également université, également entreprise. Après, il y a des actions concrètes dans les opérations. Par exemple, une école n'est pas une usine. On n'est pas dans l'industrie, donc on n'a pas de déchets industriels, mais on a des politiques de mobilité. Parce que nos étudiants, justement, doivent à très juste titre profiter d'une dimension internationale et donc de mobilité à l'international. Mais tout cela a des conséquences sur l'impact carbone. Pour une école comme la nôtre, il y a environ entre 2 tiers et 3 quarts d'impact carbone qui est engendré par la mobilité des étudiants, des professeurs, des collaborateurs de l'école. Maintenant, si vous prenez les 17 objectifs de développement durable, il y a aussi des dimensions pour lesquelles c'est important de connaître les autres civilisations, les autres peuples et échanger. Donc, du coup, voilà, on se retrouve dans une situation où si c'était seulement exclusivement une question climatique, on pourrait se dire, mais bon, on ne voyage plus, mais après, ça va engendrer d'autres choses. Et donc, la question était comment on met en place une politique de mobilité responsable qui évite des voyages long courrier en avion quand vraiment ce n'est pas nécessaire, qui évite la somme de voyages de quelques jours, qui incite l'utilisation de moyens de transport qui soient respectueux de l'environnement comme le train et d'autres choses. Donc je n'entre pas plus dans le détail, mais il y a un vrai engagement de mise en place avec des incitations, parce que c'est ça avec les femmes et les hommes, les incitations, c'est ce qui marche le mieux pour justement avoir des politiques de mobilité responsables. N'oublions pas la nourriture, l'alimentation, ça c'est un sujet important. Donc bien évidemment, on a une cantine comme dans toute école, et donc on a organisé un certain nombre de choses sur l'organisation de la cantine par rapport au territoire, etc., à la proximité. Mais aussi on a mis en place le lundi, un lundi vert, ça veut dire un lundi sans viande, poisson, etc. C'est une question de sensibilisation, c'est une question de comportement, parce qu'in fine, c'est aussi la manière dont les comportements des uns des autres évoluent pour faire en sorte d'avoir une approche qui soit globalement et collectivement responsable. Pour vous partager quelques éléments. Côté Centrale Supélec, on considère que c'est complètement transformant. En 2018, quand on a mis en place le nouveau cursus généraliste, il était adossé à un référentiel de compétences, donc 9 métacompétences, dont une qui était une compétence éthique-responsabilité, parce que les ingénieurs traditionnellement ont une responsabilité par leur activité. La nouveauté depuis, c'est qu'on a mis en place une évaluation de chacune des compétences, y compris de cette compétence éthique-responsabilité, et que si elle n'est pas validée, on peut refuser le diplôme à un élève ingénieur, même s'il remplit toutes les cases sur les aspects scientifiques. Donc ça, c'est déjà un changement important pour les élèves. Après, je dis souvent que l'exemplarité, c'est la meilleure pédagogie. Ça veut dire qu'il faut que l'école elle-même soit exemplaire si elle veut être crédible vis-à-vis des élèves et convaincante. Donc ça nous a entraîné à passer en revue, je dirais, tous nos process. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on est un établissement public, donc on doit décliner la politique de l'État. Et la politique de l'État nous incite à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans ces thématiques, notamment en mettant en place un schéma directeur des DRS, développement durable, responsabilité sociétale. Ce schéma des DRS, il était à mettre en place en 2025. Et en fait, ça nous a permis de fédérer tout un ensemble de plans climat, de plans mobilité, de schémas directeurs pour le handicap, etc., qu'on avait déjà définis par le passé, et d'avoir un document consolidé qui permettait de montrer l'ampleur de la transformation. Après la transformation, elle était déjà en cours et on continue dans tous les aspects de la vie de l'école. Comme l'a dit Vincenzo, il y a les aspects mobilité qui sont très importants en termes de rejet de gaz à effet de serre. Il y a les aspects alimentation, il y a les aspects bâtimentaires. On a mené une très grosse opération de rénovation du bâtiment historique de Supélec qui était une passoire thermique, donc un investissement de près de 140 millions d'euros
qu'on a porté sans soutien de la tutelle qui n'avait pas les moyens, mais pour en faire un bâtiment à haute qualité environnementale, parce que c'était une priorité pour nous. On a donc, je le disais, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est aussi achat durable. Il y a tout un tas de politiques qu'on peut décliner et qui transforment en profondeur l'établissement. Donc voilà effectivement l'impact que ça a au quotidien sur notre vie. On arrive à la fin de cet échange. Je voudrais qu'on remette nos lunettes d'étudiants et que vous puissiez nous indiquer quand un étudiant cherche sa future école, quels sont comme on dit dans le langage courant, les green et les red flags auxquels il doit faire attention. Peut-être Santiago aussi, vous pouvez nous dire quels sont les éléments importants à avoir en tête. Vraiment les green et red flags assez rapidement. Après, moi, je ne saurais que vous recommander de regarder le classement, évidemment. Ça, c'est un green flag. Voilà, tout à fait. Il y a des choses qu'on a encore un petit peu de mal à vraiment mesurer et qui est vraiment une voie d'amélioration pour nous. Et on pense que c'est vraiment un facteur important, c'est de regarder les réseaux des alumni. Lorsqu'on veut vraiment faire carrière dans un secteur, regarder à quel point les alumni sont aussi présents dans celui-ci, c'est important. Et puis après, j'allais juste donner peut-être quelque chose un tout petit peu plus généraliste. C'est que chacun de nous, qu'on soit étudiant ou professionnel déjà, ou même retraité, on a 3 ressources en fait dans nos vies. On a notre temps, on a notre énergie et notre argent. Généralement, je dirais que l'argent arrive un peu plus tard dans le cycle de la vie de l'étudiant. Mais en tout cas, sur la question du temps et de l'énergie, ce classement est vraiment là pour essayer pour ceux pour qui c'est important d'avoir une vraie grille de lecture, de dire moi mon temps, mon énergie, je vais la mettre là-dedans. Donc voilà, il faut aussi agir avec son cœur, avec sa conviction au moment de choisir son école. En 2 mots, moi j'inviterais les élèves à regarder si l'école concernée a le label DDRS qui est octroyé par le ministère, parce que c'est un label qui est fait de façon extrêmement sérieuse et rigoureuse. On peut en témoigner pour l'avoir vécu. Je partage ce qui vient d'être dit, le classement Change Now me paraît extrêmement pertinent aussi. D'ailleurs, dans le top 11, on a 4 écoles centrales, ce qui à mon avis a une signification sur la pédagogie centralienne. Et puis sur les partenaires, le choix des partenaires, notamment pour les stages ou pour l'insertion professionnelle, on a développé avec les élèves un guide des labels climatiques qui permet précisément d'objectiver un peu la jungle des labels climatiques qui existent pour les accompagner, pour accompagner les élèves dans les meilleurs choix à faire. Après, je rebondis aussi sur l'importance des alumni. Nous, on a une communauté d'alumni très nombreuse sur laquelle on s'appuie beaucoup et qui est extrêmement engagée effectivement à nos côtés vis-à-vis des élèves. Oui, alors quoi rajouter? Moi, je dirais 3 principes pour vous de manière très claire. Première chose, reconnaissance de la qualité par des auditeurs externes. Ça pourrait être, et pas, ne vous arrêtez pas aux autodéclarations par les écoles ou par les organisations. Le classement, c'est un classement extérieur aux écoles, la labellisation des DRS, le ministère de l'enseignement supérieur, de la belle qualité de l'enseignement supérieur sur les différents programmes. Donc c'est important de regarder labellisation, certification par des auditeurs externes. Deuxième sujet, vérifier que l'école s'inscrit sur ce sujet dans le temps long, que ça ne devienne pas quelque chose surfer une mode, etc., une action spécifique, mais regardez bien un petit peu l'historique de l'établissement et voir comment l'engagement ne baisse pas en intensité, en force, en impact, mais ça soit vraiment dans le temps long. Et troisième chose, approche holistique. Je reviens sur cela parce qu'un cours de quelques heures ne suffit pas. Il faut vraiment une approche holistique, il faut impliquer les professeurs, les étudiants, la communauté, les alumni, les opérations, parce que c'est un gage au moins d'essayer de mieux en termes d'exemplarité et d'authenticité. C'est ça le mot qui est. Ce sont des sujets complexes, il faut beaucoup d'humilité, mais il faut, quand le sujet est complexe, il faut aussi beaucoup de détermination et de conviction. Donc ça, c'est voilà, le message que je souhaite vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 3 pour cet échange. Merci à vous.